L'appel est arrivé un mardi à 6h14 du matin. J'étais déjà réveillé, assis sur la terrasse de mon chalet en Haute-Savoie, près d'Annecy, regardant le soleil se lever sur les Alpes. J'étais devenu un lève-tôt depuis le divorce. Le sommeil ne venait plus facilement, alors j'avais arrêté de lutter contre. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer. Monsieur Dubois, ici le docteur Valérie Mercier de l'hôpital Femme-Mère-Enfant de Lyon. Je vous appelle au sujet de votre fils, Léo. Je me suis redressé. Mon fils? Un mot que je n'avais pas entendu m'être adressé depuis 3 ans. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il va bien? Léo a été diagnostiqué avec une leucémie aiguë myéloïde. Il a besoin d'une greffe de moelle osseuse. Sa mère nous a donné vos coordonnées comme donneur potentiel. Mon ex-femme, Sophie, leur avait donné mon numéro. Sophie, qui avait passé 3 ans à dire à nos garçons que je les avais abandonnés. Sophie, qui avait bloqué mon numéro et renvoyé chaque lettre non ouverte. Sophie, qui m'avait envoyé un SMS après que le divorce soit prononcé, disant que les jumeaux avaient honte de m'appeler leur père. Cette Sophie avait besoin de mon aide maintenant. Je serai là dans 2 heures, ai-je dit. Je m'appelle Marc Dubois. J'ai 41 ans. Je travaille comme guide de haute montagne, emmenant des touristes en randonnée et en bivouac pour découvrir les sommets. Avant cela, j'étais professeur d'histoire dans un lycée de Lyon, gagnant bien ma vie, menant une vie normale avec une femme et des fils jumeaux. Cette vie s'est terminée il y a 3 ans quand Sophie a décidé que je ne suffisais plus. Le trajet depuis Annecy jusqu'à l'hôpital de Lyon a pris un peu moins de 2 heures. J'ai dépassé la limitation de vitesse tout le long, ma vieille Land Rover tremblant dans les virages de l'autoroute A43. Je ne me suis arrêté ni pour manger ni pour l'essence. Mes garçons, Léo et Hugo, avaient 11 ans maintenant. La dernière fois que je les avais vus en personne, ils en avaient 8, debout dans l'allée de la maison que je possédais autrefois, me regardant charger des cartons dans un camion de location. « Papa, pourquoi tu pars ?» avait demandé Hugo. « Je ne vous quitte pas, les gars. Je déménage juste dans une autre maison. Je vous verrai tous les week-ends, promis. » Je ne les ai plus jamais revus. Sophie s'en est assurée. L'hôpital était immense. Un complexe tentaculaire de bâtiments rempli d'enfants malades et de parents terrifiés. J'ai trouvé le service d'oncologie au 4e étage et j'ai donné mon nom à l'infirmière. Monsieur Dubois, le docteur Mercier vous attend, mais d'abord, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Elle a fait un geste vers la salle d'attente. Sophie était assise sur une chaise en plastique, serrant un gobelet de café comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Elle paraissait plus vieille que dans mes souvenirs, plus maigre. L'assurance qui la définissait pendant le divorce avait disparu, remplacée par quelque chose de vide et désespéré. Elle m'a vu et s'est levée. Marc. Sophie. Nous nous sommes regardés à travers 3 ans de silence. Merci d'être venu, a-t-elle finalement dit. Je sais que je ne mérite pas. Où est Léo? Elle a tressailli à mon ton. Chambre 412. Il dort. La chimio est dure pour lui. Et Hugo? Avec ma mère. Il voulait venir, mais je pensais, elle a laissé sa phrase en suspens. Je pensais que ce serait plus facile s'il n'était pas là pour les tests. Plus facile pour qui? Je voulais demander. Mais je n'avais pas l'énergie pour ce combat. Pas maintenant. Où dois-je aller pour le test de moelle osseuse? Le laboratoire est au 2e étage. Le docteur Mercier a dit qu'elle vous y retrouverait. Sophie a tendu la main comme si elle voulait toucher mon bras, puis s'est arrêtée. Marc, je sais que les choses se sont mal terminées entre nous, mais Léo a besoin de ça. Il a besoin de toi. Il a eu besoin de moi pendant 3 ans, Sophie. C'est toi qui ne l'as pas laissé m'avoir. Je suis parti avant qu'elle ne puisse répondre. Le test de compatibilité a pris environ 1 heure. Ils ont fait une prise de sang, un prélèvement buccal, m'ont fait remplir un questionnaire médical. Le docteur Mercier était une petite femme aux yeux doux et aux manières efficaces. Elle a expliqué le processus clairement, a répondu à mes questions patiemment, me traitant comme un être humain au lieu d'un simple donneur potentiel. Nous devrions avoir des résultats préliminaires dans quelques heures, a-t-elle dit. Si vous êtes compatible, nous discuterons des prochaines étapes. Le don lui-même est relativement simple, bien qu'il nécessite une courte hospitalisation. Peu importe ce qu'il faut, je me fiche de la procédure. Dites-moi juste si je peux aider mon fils.
Elle a hoché la tête et m'a laissé dans la salle d'attente. Je suis resté assis là pendant 3 heures, je n'ai pas mangé, pas lu, juste assis à penser à Léo, à Hugo, à toutes les années que j'avais manquées. Quand le docteur Mercier est finalement revenu, son visage était différent. Quelque chose n'allait pas, monsieur Dubois, pourriez-vous venir avec moi, s'il vous plaît? Elle m'a conduit dans un couloir jusqu'à une petite salle de conférence. À l'intérieur se trouvaient 2 autres personnes, un homme en costume et une femme en blouse blanche. Ils fixaient tous deux un dossier sur la table. Monsieur Dubois, voici le docteur Youssef, notre chef de l'hématologie, et voici le docteur Dupont, notre chef de la génétique. Génétique? Pourquoi aurait-il besoin d'un généticien? Asseyez-vous, je vous en prie. Je me suis assis. Mon cœur battait la chamade. Monsieur Dubois, a commencé le docteur Mercier lentement. Nous avons effectué votre test de compatibilité 3 fois. Nous avons vérifié les erreurs de laboratoire, la contamination, tout ce qui pourrait expliquer ce que nous avons trouvé. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne suis pas compatible? Les 3 médecins ont échangé des regards. Monsieur Dubois, a dit le docteur Youssef, les résultats des tests montrent que vous n'êtes pas biologiquement lié à Léo. Les mots n'avaient aucun sens. C'est impossible. C'est mon fils. Lui et Hugo sont jumeaux. J'étais là quand ils sont nés. Nous comprenons que c'est difficile à entendre, mais la génétique ne ment pas, le docteur Dupont s'est penché en avant. Nous avons fait un panel complet. Il n'y a aucune correspondance d'ADN paternel entre vous et Léo. Et d'après les marqueurs génétiques, nous pensons qu'il n'y aurait aucune correspondance avec Hugo non plus. Qu'est-ce que vous dites? Qu'aucun de naît de moi. C'est exactement ce que nous disons, monsieur Dubois. Aucun des jumeaux ne partage votre ADN. Vous ne pouvez pas être leur père biologique. La pièce a commencé à tourner. J'ai attrapé le bord de la table. Alors qui? Nous ne savons pas. Cela nécessiterait de tester d'autres pères potentiels. La voix du docteur Mercier était douce. Monsieur Dubois, je suis vraiment désolé. Je ne peux pas imaginer ce que vous ressentez. Je ne pouvais pas parler, ne pouvais pas penser, ne pouvais rien faire à part fixer le dossier sur la table. Le dossier qui contenait la preuve que ma vie entière avait été un mensonge. 11 ans. 11 ans à aimer ces garçons, à entraîner leur équipe de foot, à les aider avec leurs devoirs et à leur lire des histoires le soir. 11 ans à croire que j'étais leur père. Et rien de tout cela n'était réel. Il y a autre chose, a dit le docteur Dupont prudemment. Quelque chose qui rend la situation plus compliquée. Plus compliquée? L'analyse génétique a révélé une anomalie. Léo et Hugo sont jumeaux, oui, mais ce ne sont pas de vrais jumeaux comme on vous l'a probablement dit. Ce sont de faux jumeaux. D'accord. Donc, les faux jumeaux peuvent avoir des pères différents. C'est rare, mais ça arrive. Cela s'appelle la superfécondation hétéropaternelle. Je l'ai fixé. Des pères différents? Vous dites que mes jumeaux ont des pères différents? Nous disons que Léo et Hugo ont des pères biologiques différents, dont aucun n'est vous. Le docteur Dupont a fait une pause. Monsieur Dubois, votre ex-femme a apparemment eu des relations avec au moins 2 autres hommes pendant la période de conception. 2 autres hommes. Pas un. 2. Sophie ne m'avait pas seulement trompé. Elle m'avait trompé avec plusieurs personnes, était tombée enceinte de 2 hommes différents, et m'avait laissé croire pendant 11 ans que j'étais le père des 2 enfants. J'ai besoin d'eux. Je me suis levé puis rassis. Mes jambes ne fonctionnaient plus. J'ai besoin d'1 minute. Prenez tout le temps qu'il vous faut, a dit le docteur Mercier. Nous serons juste dehors quand vous serez prêts. Ils m'ont laissé seul dans cette salle de conférence. Je suis resté assis là un long moment, fixant le vide, essayant de comprendre comment tout ce que je croyais sur ma vie venait d'être effacé. J'avais rencontré Sophie Lefebvre au mariage d'un ami en 2009. Elle était demoiselle d'honneur, j'étais témoin. Nous avions été jumelés pour l'entrée de la réception. Et à la fin du dîner, je savais que je voulais la revoir. Elle avait 26 ans, travaillait comme coordinatrice marketing pour une start-up technologique à Lyon. Intelligente, ambitieuse, avec un rire qui vous faisait sentir comme la personne la plus drôle du monde. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans, nous nous sommes fiancés lors d'un voyage à Paris et mariés à l'automne 2011. Avec le recul, je peux voir les signes avant-coureurs. La façon dont elle avait toujours besoin d'attention,
la façon dont elle flirtait avec d'autres hommes en appelant cela inoffensif. La façon dont elle disparaissait pendant des heures et revenait avec des explications qui ne collaient jamais tout à fait. Mais j'étais amoureux, et l'amour rend aveugle. Les jumeaux sont nés en mars 2013. Sophie m'avait dit qu'ils étaient identiques, de vrais jumeaux. Deux garçons, le même œuf divisé en deux, des copies parfaites l'un de l'autre. Je l'ai cru parce que pourquoi ne l'aurais-je pas fait? Je n'étais pas médecin. Je ne connaissais pas la différence technique. J'ai tenu ces bébés dans la salle d'accouchement et j'ai pleuré. Léo est arrivé en premier, puis Hugo 4 minutes plus tard. Ils étaient minuscules, ridés et parfaits, et je les ai aimés instantanément. Pendant les 8 années suivantes, j'ai été un père. Pas un père parfait. Je travaillais trop, j'ai manqué quelques événements scolaires, j'ai perdu mon calme plus que je n'aurais dû, mais j'étais présent tous les jours. J'étais là, j'ai changé des couches, essuyé des nez, assisté à des heures interminables de tournois de foot le samedi, lu des histoires, vérifié s'il y avait des monstres sous les lits, et je les ai tenus quand ils avaient peur. Je pensais que nous étions heureux, je pensais que notre famille était solide. En 2020, Sophie m'a dit qu'elle voulait divorcer. Je ne suis pas heureuse, Marc. Je ne suis pas heureuse depuis des années. Qu'est-ce que tu veux dire? Je pensais que nous étions bien. Bien ne suffit pas. Je veux plus que bien. Je veux de l'excitation, de la passion, quelque chose de réel. Réel? On a 2 enfants. On a une vie. Qu'est-ce qu'il y a de plus réel que ça? Elle m'a regardé avec quelque chose ressemblant à de la pitié. Tu ne comprends pas. Tu n'as jamais compris. Elle avait déjà un avocat, avait tout planifié, la maison, les comptes, la garde des garçons. Elle voulait le contrôle total et elle avait les ressources pour l'obtenir. Ses parents étaient riches. Son père possédait une chaîne de concessions automobiles dans toute la région Rhône-Alpes. Ils ont financé son équipe juridique et je ne pouvais pas rivaliser. J'ai essayé de me battre pour les garçons, j'ai essayé d'argumenter que j'étais un bon père, que je méritais au moins la garde partagée. Mais les avocats de Sophie ont peint un tableau différent. Père absent, émotionnellement indisponible, plus intéressé par sa carrière que par ses enfants. Rien de tout cela n'était vrai, mais la vérité ne gagne pas toujours devant le juge aux affaires familiales. Le juge a donné la garde complète à Sophie. J'ai obtenu un droit de visite un week-end sur 2, supervisé au début, puis non supervisé si les choses se passaient bien. Les choses n'ont jamais eu la chance de bien se passer. 2 semaines après que le divorce soit prononcé, Sophie a déménagé les garçons chez ses parents à Écully, une banlieue huppée. Elle a changé leur école, changé leur numéro de téléphone, tout changé. Quand je me suis présenté pour ma première visite programmée, personne n'était là. J'ai appelé son avocat. Il a dit que Sophie avait déposé une demande de modification basée sur mon comportement erratique. Je ne m'étais pas comporté de manière erratique. J'avais simplement essayé de voir mes fils. La justice est lente. Le temps que j'obtienne une audience, Sophie avait construit un mur de paperasse et d'accusations. Elle a prétendu que je l'avais menacée. Prétendu que les garçons avaient peur de moi. Prétendu que j'étais instable et dangereux. J'ai entièrement perdu mes droits de visite. Le dernier SMS que j'ai reçu de Sophie faisait 6 mots, « Ils ont honte que tu sois leur père ». J'ai déménagé en Haute-Savoie après ça. Je ne pouvais pas rester à Lyon. Je ne pouvais pas passer devant les parcs et les écoles sans penser à ce que j'avais perdu. J'ai pris un travail de guide de montagne parce que cela me gardait dehors, me faisait bouger, m'empêchait de rester assis seul avec mes pensées. Pendant 3 ans, j'ai essayé de me reconstruire, essayé d'accepter que mes garçons étaient partis, essayé de trouver une sorte de paix. Puis Léo est tombé malade et soudain Sophie a eu besoin de moi à nouveau. J'ai trouvé Sophie à la cafétéria de l'hôpital. Elle était assise seule à une table dans un coin, poussant la nourriture dans son assiette sans manger. Elle a levé les yeux quand je me suis approché, et quelque chose dans mon visage a dû lui dire que je savais. Marc. Tu as fait le test. Tu m'as menti. Sa fourchette a claqué contre l'assiette. Quoi? 11 ans. Tu m'as menti pendant 11 ans. Je me suis assis en face d'elle, ma voix basse mais ferme. Les garçons ne sont pas de moi. Aucun d'eux. Les médecins ont fait le test 3 fois. Le visage de Sophie est passé par plusieurs expressions. Confusion, puis peur, puis quelque chose qui ressemblait à du calcul. Ce n'est pas possible.
Il doit y avoir une erreur. Pas d'erreur. Ils m'ont aussi dit quelque chose d'intéressant. Léo et Hugo ne sont pas de vrais jumeaux. Ce sont de faux jumeaux, ce qui signifie qu'ils pourraient avoir des pères différents. Elle n'a rien dit. Des pères différents, Sophie? Comme dans deux hommes différents qui ne sont pas moi. Toujours rien. Qui sont-ils, Sophie? Je ne pense pas que ce soit le moment. Mon fils est en train de mourir là-haut. Sauf que ce n'est pas mon fils, n'est-ce pas? Alors je pense que c'est exactement le moment. Je me suis penché en avant. Qui sont les pères? Sophie a fermé les yeux. C'était il y a longtemps. Avant notre mariage. Nous étions fiancés. Nous essayions d'avoir un enfant. Je sais quand. Elle a ouvert les yeux. Ils étaient humides. Est-ce que ça a de l'importance? Ça a de l'importance parce que l'un d'eux pourrait être compatible pour Léo. Ça a de l'importance parce que tu me mens depuis plus d'une décennie. Ça a de l'importance parce que j'ai tout donné pour ces garçons et ils n'ont même jamais été les miens. Sophie a essuyé ses yeux avec une serviette. Julien Leroy et Thomas Bernard. Deux noms que je n'avais jamais entendus auparavant. Qui sont-ils? Julien était mon coach sportif à l'époque où je faisais du fitness. Thomas était. Il travaillait dans mon entreprise. On a eu une aventure lors d'un voyage d'affaires. Elle a secoué la tête. C'était stupide. J'étais jeune et confuse et tu travaillais tout le temps et je me sentais seul. Donc tu as couché avec deux hommes différents pendant que nous étions fiancés. Ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas une grande liaison. C'était juste. Juste. Juste quoi? Juste deux hommes différents qui auraient pu engendrer les enfants que j'ai élevés comme les miens. Elle n'avait pas de réponse à ça. Je me suis levé. Où sont-ils maintenant, Julien et Thomas? Je ne sais pas. Je n'ai parlé à aucun d'eux depuis des années. Trouve-les aujourd'hui. L'un d'eux pourrait sauver la vie de Léo. Marc, attends. Elle a attrapé mon bras. Est-ce que ça veut dire? Tu ne vas pas aider? Tu ne vas pas te faire tester? J'ai déjà été testé. Je ne suis pas compatible parce que je ne suis pas son père. J'ai libéré mon bras. Trouve les vrais pères, Sophie. Je resterai jusqu'à ce que tu le fasses, mais après ça, c'est fini entre nous. Je suis sorti de la cafétéria. J'ai atteint la cage d'escalier avant de m'effondrer. Je me suis assis sur les marches en béton et j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis le divorce. Tout ce que j'avais perdu, tout ce que j'avais sacrifié, tout ce que j'avais pleuré pendant 3 ans, et rien de tout cela n'avait été réel. Les garçons que j'aimais n'étaient pas les miens. Ne l'avaient jamais été. Mais je les aimais toujours. C'était la pire partie. Même en connaissant la vérité, même en sachant que Sophie avait menti sur tout, j'aimais toujours Léo et Hugo. Je voulais toujours les voir grandir, obtenir leur bac, se marier, avoir leurs propres enfants. La biologie n'avait pas créé cet amour. 11 ans à être leur père l'avait fait, et la biologie ne pouvait pas l'effacer non plus. Trouver Julien Leroy et Thomas Bernard a pris 3 jours. Sophie a engagé un détective privé, payé par ses parents, qui était soudainement devenu très coopératif maintenant que leur petit-fils était mourant. Je suis resté dans un hôtel près de l'hôpital, rendant visite à Léo chaque fois que les médecins le permettaient. Il était si maigre, la chimio avait pris ses cheveux, son énergie, son appétit. Mais ses yeux étaient les mêmes, ses yeux bleus profonds qui m'avaient regardé avec tant de confiance quand il était petit. Papa. Il m'appelait encore papa. Même après 3 ans où Sophie lui disait que j'étais un monstre, il m'appelait encore papa. Et champion, comment te sens-tu? Fatigué? Tout me fait mal. Je sais, mais les médecins travaillent dur pour te soigner. Ils vont trouver quelqu'un qui peut t'aider. C'est toi. Maman a dit que tu pourrais être compatible. J'ai hésité. Il ne savait pas encore. Sophie ne lui avait pas dit. On est encore en train de voir ça, champion. Mais quoi qu'il arrive, je suis là. Je ne vais nulle part. Il a souri faiblement. Tu m'as manqué, papa. Tu m'as manqué aussi, plus que tu ne le sais. J'ai tenu sa main jusqu'à ce qu'il s'endorme. Hugo est venu visiter le 2e jour. Il était plus grand que Léo, en meilleure santé, avec les cheveux noirs de leur mère au lieu du châtain clair que Léo et moi partagions. Avions partagé.
Maintenant je savais pourquoi ils avaient l'air différents, des pères différents. Salut, a-t-il dit maladroitement depuis l'encadrement de la porte. Salut, Hugo. Tu peux entrer. Il a traîné les pieds dans la chambre, évitant le contact visuel. Maman a dit que tu étais venu pour aider Léo. C'est vrai. Elle a dit. Elle a dit que tu n'étais pas compatible. Donc Sophie lui avait dit ça, juste pas toute la vérité. Non, je ne le suis pas. Mais il cherche quelqu'un d'autre qui pourrait l'être. Hugo a hoché la tête. Il avait l'air de vouloir dire autre chose, mais ne savait pas comment. Tu peux me demander, Hugo, tout ce que tu veux savoir. Il m'a finalement regardé. Pourquoi tu ne t'es pas battu plus fort pour nous? Je veux dire, après le divorce, maman a dit que tu ne voulais plus de nous, mais je ne l'ai jamais cru. Mon cœur s'est brisé. Je me suis battu aussi fort que je pouvais, mon grand. Mais ta mère avait des avocats que je ne pouvais pas me payer, et le juge l'a cruelle au lieu de moi. J'ai essayé de vous voir, j'ai appelé, écrit des lettres, je suis même venu à votre collège une fois. Rien n'a marché. On n'a jamais reçu de lettre. Je sais. Ta mère s'en est assurée. Hugo est resté silencieux un moment. Elle a menti sur beaucoup de choses, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Est-ce qu'elle ment sur autre chose? Quelque chose à propos du test. Un gamin intelligent. Il l'avait toujours été. Demande à ta mère, Hugo. Ce n'est pas à moi de te le dire. Il m'a regardé pendant un long moment. Puis il a hoché la tête et a marché vers le chevet de son frère. Je les ai laissés seuls ensemble. Julien Leroy a été trouvé le 3e jour. Il vivait à Marseille, travaillant comme consultant fitness pour une chaîne de salles de sport. Le détective privé l'a retrouvé via les réseaux sociaux. Sophie l'a appelé. Je n'étais pas là pour la conversation, mais j'ai vu son visage après. Il vient. Il a dit qu'il se ferait tester. Est-ce qu'il sait pour Léo? Il sait maintenant. Qu'est-ce qu'il a dit? Sophie a détourné le regard. Il a dit qu'il s'en était toujours douté. Que je lui avais dit que j'étais enceinte juste avant de t'épouser et puis soudain j'avais des jumeaux. Il savait. Pendant 11 ans il savait qu'il y avait une chance et il n'a jamais rien dit. Il a dit qu'il ne voulait pas gâcher mon mariage. J'ai ri, un son amer et creux. Mon mariage était gâché au moment où tu m'as trompé, Sophie. Il t'a juste aidé à mieux le cacher. Julien Leroy est arrivé le lendemain matin. Il était grand, musclé, avec le genre de physique qu'on attend d'un coach sportif. Il est entré dans l'hôpital comme s'il possédait les lieux, tout en confiance et en arrogance. Je l'ai détesté immédiatement, mais il était là pour sauver Léo. Alors, j'ai gardé le silence. Le test a pris 2 heures. Nous avons attendu dans la même salle de conférence où mon monde s'était effondré. Le docteur Mercier est entré avec les résultats. Monsieur Leroy, vous êtes partiellement compatible, pas parfait, mais assez proche pour procéder à la greffe. Julien a serré le poing. Oui, c'est de ça que je parle. Sophie a commencé à pleurer. Dieu merci. Dieu merci. Je n'ai rien dit. Le docteur Mercier a continué. Nous devrons programmer la procédure dès que possible. L'état de Léo se détériore. Pouvez-vous rester en ville pour la semaine prochaine? Tout ce qu'il faut, a dit Julien. C'est mon fils, non? Je vais sauver mon fils. Mon fils? Il l'a dit si facilement, comme si 11 ans de ma vie ne signifiaient rien. Je me suis levé et je suis sorti de la pièce. Personne n'a essayé de m'arrêter. Je faisais mon sac à l'hôtel quand quelqu'un a frappé à la porte. Hugo était debout dans le couloir, seul. Comment es-tu arrivé ici? J'ai pris un Uber. Ne le dis pas à maman. Je me suis écarté pour le laisser entrer. Tu pars, a-t-il dit en regardant mon sac. Ouais, Julien est compatible. Ils n'ont plus besoin de moi. J'ai besoin de toi. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Hugo, je sais. C'est bon, j'ai compris. Maman a dit à Léo pour Julien, comment c'est lui le père biologique, et j'ai vu la façon dont elle m'a regardé après, comme si elle décidait si elle devait me le dire aussi. Il s'est assis sur le bord du lit. Alors je lui ai demandé directement et elle l'a admis. Un gars nommé Thomas est mon vrai père. Je suis désolé, Hugo. Je suis tellement désolé. Ne le sois pas.
Tu n'as rien fait de mal. Il m'a regardé. Tu es toujours mon père. Je me fiche de ce qu'un test ADN raconte. C'est toi qui m'as appris à faire du vélo. C'est toi qui es resté debout toute la nuit quand j'avais la grippe. C'est toi qui étais vraiment là. Je me suis assis à côté de lui. Je voulais être là chaque jour ces 3 dernières années. Je voulais être là. Je sais. J'ai compris ça aussi. Il a essuyé ses yeux. Maman a menti sur tout, n'est-ce pas? Sur le fait que tu ne voulais pas de nous. Sur le fait que tu étais dangereux? Tout ça. Oui, elle l'a fait. Pourquoi? Je ne sais pas. Je me pose cette question depuis 3 ans. Nous sommes restés assis en silence un moment. Qu'est-ce qui se passe maintenant? A demandé Hugo. Julien sauve Léo. Ta mère gère les conséquences de ses mensonges, et toi et ton frère décidez qui vous voulez dans vos vies. Je te veux dans ma vie. Nous deux. Léo a demandé après toi ce matin. Il a demandé si tu revenais. Je ne sais pas si je peux, mon grand. Ta mère a la garde. Le tribunal. Oublie le tribunal. La voix d'Hugo était soudainement féroce. J'ai 14 ans dans 2 mois. Léo aussi. Le juge nous écoutera. On leur dira ce que maman a fait. On leur dira qu'on veut vivre avec toi. Ce n'est pas si simple. Ça devrait l'être. Il avait raison. Ça devrait l'être. Laisse-moi parler à un avocat, ai-je dit finalement. Laisse-moi voir quelles sont nos options. Mais Hugo, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Quoi? Je ne suis peut-être pas ton père biologique, mais je serai toujours ton papa, peu importe ce qui se passe avec le tribunal ou la garde ou tout ça. Je suis ton père. Rien ne change ça. Hugo m'a serré dans ses bras, m'a tenu fort comme il le faisait quand il était petit. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, champion. Vous deux, pour toujours. La greffe a eu lieu une semaine plus tard. Julien a donné sa moelle osseuse. Léo l'a reçue. La procédure s'est bien passée et en quelques jours, il y a eu des signes que la greffe prenait. Mon fils, celui qui n'était pas biologiquement le mien, allait vivre. Je lui ai rendu visite tous les jours pendant sa convalescence. Sophie n'a pas essayé de m'arrêter. Elle ne pouvait pas vraiment. Les garçons avaient clairement fait savoir qu'ils voulaient que je sois là, et après tout ce qui était sorti, elle n'était pas en position de discuter. Julien est resté quelques jours après le don, profitant de l'attention d'être le héros. Mais quand les projecteurs se sont éteints, quand Léo n'était plus en danger immédiat, il a disparu à nouveau vers Marseille. Père biologique. 11 ans d'absence, une semaine de présence, parti à nouveau. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur Julien Leroy. Thomas Bernard ne s'est jamais montré du tout. Le détective privé l'a trouvé, mais il a refusé de s'impliquer, disant qu'il avait sa propre famille maintenant et ne voulait pas compliquer les choses. Hugo a mal pris la nouvelle, mais il s'en est remis comme le font les enfants. J'ai un père, m'a-t-il dit quelques semaines plus tard. Je n'en ai pas besoin d'un autre. La bataille pour la garde a duré 8 mois. J'ai engagé une avocate cette fois, une vraie, maître Rosario Mendes, spécialisée dans les cas de garde complexes. Vous avez un dossier solide, m'a-t-elle dit après avoir tout examiné. La révélation sur le père biologique, l'aliénation parentale, le fait que les 2 garçons veulent vivre avec vous. Nous pouvons travailler avec ça. Quelles sont mes chances? Meilleures qu'il y a 3 ans, surtout si Sophie ne se bat pas trop fort. Sophie ne s'est pas battue du tout. Je pense qu'elle était fatiguée. Fatiguée de mentir, fatiguée de maintenir la façade, fatiguée d'être la méchante dans sa propre histoire. Quand la médiation a commencé, elle a accepté la garde partagée presque immédiatement. J'ai tout gâché, m'a-t-elle dit pendant une pause dans les négociations. Je sais que j'ai tout gâché. Oui, c'est vrai. J'avais peur, Marc. Après le divorce, j'avais peur que tu me les enlèves, alors je te les ai enlevés en premier. Ça ne rend pas la chose juste. Je sais que rien ne rend ça juste, a-t-elle soupiré. Mais je veux que les garçons aient leur père, leur vrai père, celui qui les a élevés. Est-ce qu'on peut au moins être d'accord là-dessus? Pour la première fois depuis des années, nous étions d'accord sur quelque chose. L'arrangement final de garde m'a donné les garçons une semaine sur 2, plus les vacances et la moitié de l'été. Pas parfait, mais mieux que rien.
Mieux que les 3 ans de silence qui avaient précédé. Léo a complètement récupéré. La greffe de moelle osseuse a fonctionné, sa leucémie est entrée en rémission. Et en 1 an, il était de retour à son ancien lui, jouant au foot, galérant en maths, se disputant avec son frère pour les jeux vidéo, des trucs normaux de gamin. Il sait pour Julien maintenant, c'est que l'homme qui a donné sa moelle osseuse est son père biologique. Mais il sait aussi qu'il a élevé. Julien a sauvé ma vie, m'a-t-il dit une fois. Mais toi, tu as rendu ma vie digne d'être vécue. J'ai pleuré quand il a dit ça. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Hugo n'a jamais contacté Thomas. N'a jamais voulu. Il a dit qu'il avait tout ce dont il avait besoin ici. Les garçons ont 15 ans maintenant. Ils sont en seconde, gérant tout le drame et la confusion qui viennent avec cet âge. Ils passent toujours une semaine sur 2 dans mon chalet en Haute-Savoie, à randonner, camper et apprendre à pêcher dans les torrents de montagne. Ce n'est pas la vie que j'imaginais. Pas la famille unie que je pensais construire quand je les tenais dans la salle d'accouchement il y a toutes ces années. Mais c'est réel. C'est honnête et c'est à moi. Sophie et moi ne sommes pas amis. Nous ne le serons probablement jamais. Mais nous avons trouvé un moyen de coexister, de communiquer à propos des garçons sans nous battre, de faire passer leurs besoins avant nos vieilles blessures. Elle va se remarier. J'ai entendu dire que c'est un expert comptable qu'elle a rencontré via l'entreprise de son père. J'espère que ça marchera pour elle. Pas pour son bien à elle, mais pour les garçons. Ils méritent de la stabilité. Je ne vois personne. Je n'ai pas vraiment essayé depuis le divorce. Peut-être qu'un jour je le ferai, mais pour l'instant, j'ai tout ce dont j'ai besoin. 2 fils qui m'appellent papa, une maison dans les montagnes, et le savoir que la biologie est la partie la moins importante pour être un père. Je garde une photo sur mon bureau. C'est du premier match de foot des garçons quand ils avaient 6 ans. Ils portent des maillots assortis, tenant un trophée que tout le monde a reçu pour avoir participé, souriant à la caméra comme s'ils venaient de gagner la Coupe du Monde. Je suis en arrière-plan, flou. Mais on peut voir que je souris aussi. Cette photo a été prise pendant les bonnes années. Avant le divorce, avant la bataille pour la garde, avant que j'apprenne que les garçons que j'aimais n'étaient pas biologiquement les miens. J'avais l'habitude de la regarder et de me sentir triste. Tout ce bonheur, toute cette innocence, tout cela construit sur un mensonge. Maintenant je la regarde et je me sens reconnaissant. Reconnaissant pour ces années. Reconnaissant pour les garçons que ces bébés sont devenus. Reconnaissant que malgré tout ce que Sophie a fait, malgré tous les mensonges et la manipulation, le lien que j'ai construit avec Léo et Hugo a survécu. Le sang ne fait pas une famille. Être présent, si. Être là pour les moments durs et les moments faciles et tout ce qu'il y a entre les deux. J'ai été présent pendant 11 ans comme leur seul père et pendant les 3 ans où il m'était interdit de les voir du tout. Je n'ai jamais cessé d'être présent. Et quand ils ont été assez grands pour choisir par eux-mêmes, ils m'ont choisi. Cela vaut plus que n'importe quel test ADN. Alors voici ma question pour vous. Qu'est-ce qui fait de quelqu'un un père? Est-ce la biologie? Est-ce un document légal? Ou est-ce quelque chose de plus profond? Quelque chose qui ne peut pas être mesuré dans un laboratoire ou argumenté dans un tribunal. J'ai passé 3 ans à penser que j'avais perdu mes fils.